La CEDEAO, ce véritable club de sorciers, veut verser le sang des Nigériens. Alassane Ouattara prépare l'armée ivoirienne pour la guerre contre le Niger. Comme Chris Yapi vous l'a révélé, Alassane Ouattara, rentré précipitamment de France à la suite du coup d'État au Niger, a convoqué à sa résidence le haut commandement des forces armées et des forces de sécurité de Côte d'Ivoire. L'ordre du jour de cette rencontre était unique. Comment participer de manière concrète et efficace à une intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger. Après un tour rapide à Abuja, où ses pairs et lui ont décidé d'entrer en guerre contre l'armée et le peuple du Niger, il avait besoin de donner des ordres à son armée afin qu'elle se prépare pour mener des combats en territoire étranger. À 21h30, le lundi 31 juillet 2023, tous les officiers généraux des grands commandements étaient présents à sa résidence de la Riviera Golfe. Le despote des lagunes leur a rendu compte de la teneur des travaux réalisés au Nigeria lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il a officialisé la décision de ses pairs, portée par le président Tinubu Boula, de mener des combats aériens et terrestres contre l'armée du Niger. Et dans ce cadre, dit-il, la Côte d'Ivoire devra fournir le plus grand contingent de soldats et devra maîtriser l'organisation, le fonctionnement de cette coalition internationale. Il a aussi rassuré ses officiers qu'il a échangé avec le président français Emmanuel Macron de cette initiative africaine. Selon l'octogénaire supermenteur, non seulement Macron leur a donné son quitus et sa bénédiction pour entrer en guerre contre le Niger, mais mieux, il leur a donné l'assurance de mettre à la disposition des soldats de cette coalition ouest-africaine du matériel militaire de combat, de transmission, du matériel de renseignement et des experts pour assistance dans l'élaboration de stratégies, des conseils dans la conduite des opérations et de l'orientation tactique afin de mettre en déroute la junte installée au Niger. Après son discours, le vieux Grigou a donné la parole aux généraux pour recueillir leur avis. Tous les regards se sont tournés vers le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Ce dernier s'est inquiété de la volonté de la Côte d'Ivoire de s'engager dans une guerre à l'extérieur de nos frontières, alors même que notre pays est fragile et n'est pas à l'abri d'une déstabilisation interne. Il a rappelé qu'il y a moins de 2 mois, une tentative de déstabilisation du pays a été déjouée de justesse, pour laquelle des officiers ont été arrêtés, des réaffectations ont eu lieu et des mesures de renforcement de la sécurité ont été décidées et mises en œuvre. En outre, il a indiqué que le personnel combattant est actuellement affecté dans les avant-postes antiterroristes, que l'armée manque cruellement de forces opérationnelles en raison de l'âge avancé de la plupart des soldats et que les jeunes hommes recrutés pour venir renforcer les unités de combat sont encore en formation et ne sont donc pas aptes au combat. Pour lui, combattre dans un pays aussi loin de la Côte d'Ivoire qu'est le Niger, c'est prendre le risque de dégarnir le front intérieur et augmenter ainsi le risque de multiplication des attaques terroristes d'AQMI contre notre pays. Il a expliqué également qu'une telle opération nécessite des mois de préparation logistique, tactique, physique des troupes et un plan de retrait des troupes et du matériel après la victoire. Agacé par les observations de son chef militaire principal, le dictateur lui a répondu violemment. « Je vous ai dit qu'il n'y aura plus de coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes chargé de nous donner des assurances, c'est vous qui avez peur. Moi, en tant que chef suprême des armées, j'ordonne et vous exécutez. Si cette intervention militaire doit avoir lieu, la Côte d'Ivoire va fournir le plus grand contingent d'hommes et vous êtes chargé de continuer à préserver la sécurité intérieure et la sécurité des frontières. Sinon, vous serez dégagés. » Après ces paroles dures d'Alassane Ouattara, tous les généraux ne se sont pas risqués à faire la moindre critique sur cette option va-t-en-guerre dont nous savons tous qu'elle coûtera cher en termes de vies humaines sacrifiées dans tous les camps. Après les sévères réprimandes du chef de l'État, son petit frère, le ministre de la Défense, Pene Birahima Ouattara Di Lafiole, a repris la parole pour dire que les ordres de ce dernier seront intégralement exécutés
et qu'il tiendra une réunion dès le lendemain avec l'état-major des armées pour définir la composition des forces qui seront projetées au Niger et l'adoption d'une stratégie militaire offensive. Il a aussi réaffirmé à Alassane Ouattara qu'ils sont à son service et au service de l'État et qu'il ne faudrait pas qu'il ait le moindre doute sur le fait que tous ses ordres seront exécutés à la lettre. Quand le vieux Grigou a levé la séance, Lafiole a réuni chez lui quelques généraux pour commencer la réflexion. C'est pendant leur réflexion que deux nouvelles terribles leur sont tombées sur la tête et qui iront rendre complexe, voire quasiment impossible, toute intervention militaire étrangère au Niger. En effet, il y a d'abord eu la déclaration commune du Mali et du Burkina Faso à propos du schéma d'une intervention armée de la CEDEAO en complicité avec la France au Niger. Ces deux pays ont été catégoriques dans leur décision commune de se battre aux côtés des soldats nigériens en cas d'invasion étrangère sur le sol du Niger. Concrètement, le Mali et le Burkina Faso avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre leurs deux pays. Ils préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. On ne peut être plus clair. Et pour ceux qui ne l'auraient pas bien compris, cela signifie que pour envahir le Niger, la CEDEAO doit prévoir un volume de forces suffisant pour affronter à la fois et simultanément les armées nigériennes, maliennes et burkinabées, qui sont les trois armées les plus aguerries au combat d'Afrique de l'Ouest depuis plus de 10 ans. Et depuis 2 ans, ces pays ont connu un accroissement considérable de leur armement en raison de l'aide militaire directe de la Russie. De plus, ces deux pays sont soudés par une idéologie anti-impérialiste commune à laquelle adhère pleinement leur peuple. Intervenir militairement au Niger, c'est s'engager dans une guerre civile de 10 ans au minimum, pendant laquelle les militaires continueront de garder le pouvoir. Enfin, ces trois pays quitteront la CEDEAO et de ce fait, cette organisation dont ils ne sont plus membres n'aura plus juridiquement le droit de s'ingérer dans les affaires de ces pays. La deuxième bombe est venue de la Guinée-Conakry. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, organe exécutif du pays, refuse de souscrire aux sanctions et aux menaces agitées contre le Niger. Le CNRD le dit dans un communiqué publié le lundi 31 juillet 2023. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. En conclusion, la Guinée n'entend pas aider la CEDEAO à attaquer le Niger, et de ce fait, le survol du territoire guinéen par tout aéronef militaire de la CEDEAO en direction du Niger sera interdit. De même, la Guinée quittera définitivement la CEDEAO. Il n'est pas exclu que la Guinée envoie, en cas de nécessité, des troupes soutenir les soldats nigériens, burkinabés et maliens en guerre de libération contre la France et ses valets locaux. L'Algérie, par la voix de son président Abdelmajid Tebboune, s'est exprimée pour la première fois sur le coup d'État au Niger dans une interview télévisée avec la presse algérienne diffusée samedi 5 août 2023. Il a déclaré, et je cite, que l'intervention militaire au Niger
est une menace directe pour l'Algérie. Nous refusons catégoriquement toute intervention militaire. Je suis choqué parce que ce machin qu'on appelle la CEDEAO, vous voulez vous lever, aller attaquer le Niger. Pour dire quoi? Restaurer la démocratie. Vous avez vu les Français restaurer la démocratie en Ukraine? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas attaquer la Russie? Ils veulent restaurer la démocratie. Pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas la Russie? Ils n'ont pas attaqué la Russie. Mais vous, eux, ils vous poussent. Oh, mais ça me fait mal même quand je dis ils vous poussent. Vu des vieux comme ça, là, un petit qui est marié à une vieille femme, vous pousse à aller attaquer le Niger, un pays africain. Vous avez ce machin qu'on appelle la CEDEAO, qui n'est pas là en amont. C'est-à-dire que quand les gens tripatouillent les constitutions pour se maintenir au pouvoir, eux, ils ne sont pas là. Dès qu'il y a un petit coup d'État, pouf, c'est là qu'ils veulent montrer leurs muscles. C'est là que vous voulez montrer vos muscles, sur le petit peuple nigérien. Mais s'ils ont fait un coup d'État, c'est chez eux là-bas, ça se résout. Et vous voyez bien, les Français, ils sont allés retirer leurs ressortissants. Parce qu'ils savent que vous, les Africains, vous êtes prêts aux bêtises. Vous êtes tout prêts aux bêtises. Donc, ils sont allés retirer leurs ressortissants, ils ont retiré les ressortissants américains, tout. Et puis maintenant, ils vous disent, tuez-vous entre vous, tuez les Nigériens. Et vous, bêtement, vous allez le faire. Vous n'êtes même pas choqués, ça vous dit absolument rien. Ça vous dit même pas, vous n'avez même pas réfléchi, mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés enlever leurs ressortissants là-bas? Vous voulez restaurer, ils vous disent de restaurer la démocratie. Mais est-ce que eux-mêmes, ils ont restauré la démocratie en Ukraine? Ils ont attaqué Poutine? Ils ne peuvent pas. Ils savent que chez vous, ici, vous êtes capable de ça. Et vous, les Africains, ce machin de merde qu'on appelle la CEDEAO, vous partez courir là, vous allez attaquer le Niger. En tout cas, vous n'avez pas le soutien. Vous savez que vous n'avez pas le soutien de vos peuples. Nous, Africains, nous, jeunes Africains, vous n'avez pas notre soutien. Pourtant, tout cela n'a pas arrêté Alassane Ouattara, l'assoiffé de guerre dans sa folie meurtrière, alors qu'il est de plus en plus isolé. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Mais ce qui est grave, c'est que nous avons désormais la preuve que la CEDEAO est dirigée par des écervelés et des va-t-en-guerre. La prise de position pondérée et sage de certains présidents africains, les arguments qu'ils présentent pour justifier leurs décisions sont si lumineux que nous nous rendons compte que l'Afrique de l'Ouest a le malheur d'être dirigée par de véritables cancres. Quand le président algérien dit qu'une intervention militaire va déstabiliser la région, est-ce que nos présidents de la CEDEAO ne savent pas ça? Faut-il avoir fait Harvard pour le savoir? On tombe sur notre voisin Talon, que nous tous nous admirons. Nous, on le prenait pour le modèle de celui qui veut réformer le pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu viens, tu réhabilites l'histoire de ton pays. On nous parle de Bioguera avec une statue équestre. On nous parle des Amazones avec une géante statue. On nous parle de Béhanzin. Bioguera, il s'est battu contre qui? Contre les Français. Les Amazones se battaient contre qui? Contre les Français. Béhanzin s'est battu contre qui? On l'a trimballé du Bénin, du Dahomey, jusqu'à la Martinique, de la Martinique jusqu'en Algérie, et on l'a laissé mourir à petit feu à Blida. Tous ces gens se sont battus contre la France. Toi que nous croyons être leur, on dit ça, leur prolongement, on te voit mêlé dans des combines mesquines, méchantes, irréfléchies, que tu veux envoyer des soldats au Niger. Je te mets en garde. Tout soldat béninois qui arrive au Niger, aucun ne reviendra vivant, et le reste de l'armée dans le pays va te balayer. La CEDEAO, en décidant d'entrer en guerre contre le Niger, va orchestrer un chaos géant en Afrique de l'Ouest et créer ainsi un puissant appel d'air dans lequel s'engouffreront tous les groupes armés terroristes.
Les populations seront massacrées à la fois par les armées d'occupation étrangères et par les groupes armés terroristes. Bola Tinubu, Alassane Ouattara, Patrice Talon et Macky Sall vont créer un Somaliland géant au sud du Sahara, provoquer la fracture des nations et réveiller les antagonismes tribaux latents. Tout ça pour montrer à la France qu'ils sont des serviteurs loyaux et dévoués. Je vois poindre la mort de la CEDEAO. La CEDEAO, elle a aussi un moment critique à vivre parce qu'on a vu que les sanctions sur le Mali sont pas du tout passées. Il y a eu une vraie mobilisation populaire. Alors après, certains vous diront qu'il y a eu de la manipulation, mais il y a eu une vraie mobilisation populaire. La CEDEAO, pour rester crédible, il faut qu'elle reste en ligne avec les opinions publiques. Le problème de la CEDEAO, c'est que vous avez des chefs d'État au sein de la CEDEAO qui n'ont qu'une peur, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au Burkina notamment. Donc ils ont tendance à durcir leur discours, pensant qu'ils vont se protéger. Alors que ça va faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va braquer leurs propres opinions publiques et les autres opinions publiques. Donc la CEDEAO est aussi un moment critique où elle doit choisir, entre guillemets, son camp, mais surtout de rester en ligne avec les opinions publiques. C'est ça la démocratie. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc ça répond à une demande d'une partie de la population d'en finir avec des pouvoirs qui sont vraiment considérés comme illégitimes. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a entretenu cette illusion démocratique, notamment par un discours international qui était vraiment d'une lâcheté sans nom, et on continue l'hypocrisie, parce que vous parliez du Tchad dans votre journal. C'est bizarre, on est très silencieux sur le Tchad. Ouais. Le Tchad, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que le fils d'Idriss Déby a dit « je rejette la Constitution, je prends le pouvoir ». C'est exactement la même chose, c'est un putsch militaire. Et on n'hésite pas à le dire et personne ne dit rien. C'est-à-dire que le Tchad n'est pas sous sanction. Enfin, la communauté internationale fait 2 poids 2 mesures. Donc on continue à entretenir cette illusion, cette lâcheté, cette hypocrisie, et je crois qu'on rend service à personne. Alors sûrement pas à la démocratie et encore moins aux peuples africains. Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc pour les États qui ont une structure institutionnelle politique qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina et au Mali, ils devraient effectivement faire attention. Et puis je pense que la communauté internationale aussi a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il va être grand temps de sortir du déni et de tenir un langage de vérité aussi à ces dirigeants africains en disant vous vous exposez, vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans, donc c'est une population qui bouge, c'est une population qui exprime son mécontentement et qui attend des résultats très concrets dans leur vie au quotidien. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une telle déconnexion entre ce qu'ils vivent au quotidien et les discours officiels tant des pouvoirs africains que de la communauté internationale que ces populations-là ne peuvent qu'éprouver de la colère. Mais à quoi servent les élections alors aujourd'hui? À rien? Non, je vous le disais, ce ne sont pas des élections. Il va falloir quand même qu'on dise les choses. Donc ce qui se passe, ça ne sert à rien. C'est les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, depuis une quinzaine d'années, ne sont pas des processus électoraux transparents. Il va falloir arrêter de dire ça. Il y a un pays qui fait exception, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, pourquoi? Parce qu'il a aussi une disposition au Sénégal qui rend la fraude très difficile. C'est qu'au Sénégal, c'est le seul pays francophone de la sous-région où chaque bureau de vote peut rendre public les résultats et les médias peuvent diffuser par bureau de vote à chaque élection. Dans tous les autres pays, c'est interdit. Là, en chapitrant la junte, le président Macron tend encore des bâtons pour se faire battre. Je veux dire, il ne nous revient pas de labelliser ce qui est légitime, pas légitime en Afrique. Il y a un moment, il va falloir qu'on sorte aussi de cette posture supérieure qui consiste à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon pour vous. Parce que du coup derrière, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les discours des Russes et ça va dans le sens de ce que les opinions publiques ont envie d'entendre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.